Bonjour à tous, dans ce tutoriel nous allons aborder ensemble les énumérations qui vont nous permettre tout simplement de définir un ensemble de noms symboliques et on va associer ces différents noms en fait, à des valeurs qui elles seront uniques et constantes et vous allez voir un petit peu les particularités des syntaxes qu'on va utiliser et bien sûr des explications que je vous donnerai avec tout ça. Pour pouvoir suivre au mieux ce tutoriel, il faut bien sûr être suffisamment familier avec la syntaxe de création de classe, avec également l'héritage, même si on va en faire très très peu, mais bon, ça va faire référence quand même un petit peu. Et bien sûr, ce qui est rapport aux listes, puisque c'est une notation qu'on va voir aussi. Donc il faut que vous connaissiez déjà toutes ces choses-là, histoire de ne pas être perdu avec le visionnage de cette vidéo. On va regarder un petit peu comment que ça se passe et voir en tout cas ce qu'on veut faire. Dans notre programme, on peut avoir besoin par exemple de définir des énumérations, c'est-à-dire d'avoir un type de données et de pouvoir lui permettre de lui affecter une valeur précise et pas on va dire un ensemble de valeurs différentes, mais juste de pouvoir dire voilà il sera dans différents états et suivant l'état dans lequel il sera, on pourra lui affecter une valeur spécifique. Donc par exemple, ce que je peux prendre comme exemple ici suffisamment parlant, c'est le fait d'avoir une commande mettons en ligne, et que celle-ci puisse être dans différents états. Ça peut être par exemple le fait que la commande est vide, tout simplement. Ensuite, on peut avoir en attente, donc en attente de paiement. Ensuite, le fait qu'elle soit payée, et pourquoi pas un état où la commande aurait pu être annulée. Et on aurait besoin de pouvoir définir un statut, d'accord, un état de cette commande avec ces différentes possibilités. On est d'accord, si la commande est vide, elle ne peut pas être payée en même temps, si elle est en attente, elle ne peut pas être annulée en même temps. On est forcément que dans un seul des états à la fois, et on pourra avoir d'autres choses par la suite s'il faut. Je vais vous montrer deux syntaxes pour le faire déjà en important le bon module, donc enum, et ici, première manière, et on verra ensuite une. Voilà. Première méthode, enfin première manière de faire en tout cas, qui va faire penser un petit peu à de la syntaxe fonctionnelle, pour ceux qui connaissent un petit peu. On va tout simplement choisir ici un terme pour notre variable, que je fais volontairement précéder de majuscules, donc en Pascal case, vous verrez pourquoi par la suite. Et ensuite, on va lui affecter tout simplement une instance de la classe, parce que vous verrez que c'est un peu particulier par rapport aux détails que je vous donnerai juste après, enum. Et ici, on va lui passer en premier argument le nom, donc je vais garder le même, je ne vais pas changer, c'est le nom que portera l'énumération. Et ensuite, une liste des différents états qu'on veut avoir. Donc là, je vais indiquer nothing, pour dire qu'il n'y a rien, c'est vide. Ensuite, je vais mettre pending, en attente de paiement. Ensuite, on va mettre paid, par exemple, et cancelled. Donc j'utilise volontairement des termes en majuscules pour pouvoir en fait avoir tout ça. Et voilà un peu la définition que l'on a. Je vais dézoomer pour vous voyez un petit peu ce que ça donne dans l'ensemble. Vous voyez à quoi ça correspond. Ça, c'est la première syntaxe. Autre possibilité, c'est de passer par la syntaxe de définition de création d'une classe. Donc ici, je vais faire classe, la même chose que tout à l'heure. Alors je vais commenter ça, pas qu'on ait double définition. Ça va hériter, d'où le fait que je vous avais dit d'être suffisamment quand même à l'aise avec l'héritage pour que vous sachiez un petit peu de quoi je parle. De la classe, donc enum. Et ensuite, on va avoir nos noms symboliques qui seront donc des données membres de order status dans ce cas précis. Et là, je vais reprendre les termes de tout à l'heure, sauf que je vais leur affecter un cas particulier que je vais vous expliquer aussi juste après, qui est auto, donc en automatique, puisqu'on va en fait leur associer un identifiant qui ici sera sous forme d'entier, et ce seront des entiers croissants, commençant par 1. Donc c'est-à-dire qu'ici, c'est comme si j'avais noté manuellement ça, mais je ne me charge pas de le faire moi-même, je laisse en fait directement se faire automatiquement. Ensuite, pareil. Ensuite, on va avoir et on terminera par cancelled. Même chose. Comme ça, vous aurez un petit peu les différents éléments. On fera d'autres changements par la suite, mais on va attendre en tout cas de voir ce que ça nous donne. Deux syntaxes possibles pour pouvoir définir comme ça votre énumération. Donc c'est vous qui choisissez selon vos préférences et vous verrez ce qui vous convient le mieux. Une fois que c'est fait, on va pouvoir regarder un petit peu l'usage qu'on peut avoir de tout ça. Donc on y va, cas d'usage. Et ici, je vais juste, on va avoir ma variable. On aurait bien sûr dans un vrai programme beaucoup plus de code, beaucoup plus de choses. Mais à un moment donné où j'ai besoin d'avoir
de mémoriser, d'enregistrer quelque part l'état de ma commande. Donc je vais passer par une variable ici qui mémorisera l'information, et je vais pouvoir utiliser l'énumération et indiquer ensuite un attribut qui sera donc une des données membres. Donc si je veux ici avoir un statut de commande par défaut, je peux par exemple mettre unknown, et on aura cette partie-là. On va afficher tout ça directement ici. Et voilà ce que l'on obtient par défaut. Lorsque j'essaye d'afficher directement l'objet, vous voyez un petit peu la représentation qui est faite. On a le nom de l'énumération, le point, et en fait le nom tout simplement de la valeur qu'on a affectée ici à notre variable d'énumération. Donc c'est la possibilité que nous avons ici. On a d'autres choses qu'on peut changer. Si je veux afficher par exemple le fameux identifiant, le fameux entier ici qu'on a là, je peux passer directement par la valeur, donc avec l'attribut value. Je vais mettre les deux d'ailleurs. Si je veux la valeur qu'on a spécifiée là, known, pending, paid, cancelled, vous avez un attribut name. Et ce qu'on fera après, c'est plus pour vous afficher le type. Vous voyez un petit peu ce que ça nous donne. Et voilà. Donc on a bien 1, puisque je vous avais dit que par défaut ça commencerait de toute façon à 1, non pas à 0, donc ça c'est bien à retenir. C'est pas comme les tableaux des indices d'éléments où généralement en informatique ça commence par 0. Ici c'est bien 1 pour les énumérations. On a bien ici le nom, d'accord, qui a été affecté, donc known, et vous voyez que c'est bien donc du type enum order status. Donc on a ce type là qu'on retrouve. Si je fais un autre test, alors je vais enlever celui-ci, cette partie-là, que je mets donc par exemple paid, on est d'accord, si c'est croissant, 1, 2, paid devrait être égal à 3, en tout cas être affecté avec un entier 3. Et c'est effectivement le cas. On pourrait tout à fait changer ça. Si je veux par exemple que ça commence par autre chose, je peux très bien faire ça. Et dans ce cas-là, paid sera 5 plus 2, donc 7. D'accord, ça suivra toujours des valeurs croissantes, donc de plus 1 à chaque fois. Mais bien sûr, par rapport à la valeur d'origine, donc qui est la première ici, qu'elle soit définie automatiquement ou définie arbitrairement, vous, avec une valeur brute que vous avez indiquée dans votre code. Donc ça, c'est à vous de voir un petit peu ce que ça donne. Partie de là, bon, je vais revenir sur auto, pas s'embêter ici. On peut faire tout un tas de choses avec ça. L'avantage, c'est qu'on a plein d'éléments différents, donc à tout moment, je peux très bien faire des comparaisons. Donc là, je vais changer ça. On va faire par exemple DS1. Paid. Et ensuite, de faire une vérification. Est-ce que ce premier-là vaut tout simplement known? Et si oui, on va mettre la commande est vide. Et ensuite, pourquoi pas vérifier si les deux sont égaux. Même statut pour les deux commandes. On va réexécuter tout ça. J'ai oublié un 2 points quelque part. Voilà. Et voilà ce qu'on a. Donc la commande est bien vide. Par contre, elles ne sont pas égales. Parce qu'on a ça. Et à tout moment, bien sûr, si je change l'état ici, vous voyez que ça le devient, donc c'est bien pris en compte. Donc vraiment, ça fonctionnera tel quel. Ça va pouvoir permettre de faire des comparaisons, des affichages. On peut travailler avec ça, et surtout d'avoir l'information qui est auto-documentée. Comprenez que là, l'avantage, si vous utilisez des noms ici, vous avez bien des noms bien explicites, pour indiquer effectivement les différents états de votre énumération, eh bien, il y a juste à lire le code pour pouvoir comprendre ce que ça contient. Plutôt que d'avoir quelque chose qui serait par exemple une valeur numérique, et de devoir ensuite commenter pour dire à quoi ça correspond, voilà, à quoi cela correspond, etc. Et on rajoute donc de la documentation, ça alourdit un petit peu le tout. Donc là, vraiment, le fait d'avoir des énumérations comme ça, c'est plus flexible et surtout plus lisible aussi en termes de code pour voir un petit peu ce qu'il en est. Ça, c'est une particularité que je voulais vous montrer. Alors attention, par contre, point important, c'est que les énumérations, vous avez vu ici, on définit à partir d'une classe, mais en réalité, ce n'est pas une classe comme on l'entendrait au sens strict du terme en Python, d'accord? On ne va pas dire que c'est pas une vraie classe, parce que ça n'a pas beaucoup de sens, mais plus pour dire que c'est pas, en fait, ça rejoint pas les règles d'usage qu'on peut retrouver au niveau des classes en Python, parce qu'il y a plusieurs éléments importants. Déjà, le fait de ne pas pouvoir instancier vous-même quelque chose. Je ne peux pas m'amuser à faire par exemple ceci, et de me dire en fait, je fais un order status, quelque chose, je ne sais pas quoi, et j'obtiendrai automatiquement une erreur. On ne peut pas passer quelque chose, ou on pourra directement en fait passer ici, vous voyez qu'il demande une value,
on aura en fait quelque chose qui n'est pas correct, puisque là les valeurs, si vous voulez, elles sont déjà prédéfinies dans la classe. Donc quand on travaille ici avec une énumération, en fait on ne s'occupe pas de faire ça comme ça, on va directement choisir une valeur qui est prédéfinie, puisqu'en fait des constructeurs ont été appelés ici, donc tout a été fait directement au sein de la classe, donc on a juste à indiquer en fait la donnée membre qui correspond par rapport à l'état dans lequel on va retrouver l'objet au départ. Ça c'est un premier point. Deuxième point aussi, qui n'est pas forcément le cas d'une classe de manière générale en Python, c'est que nous avons des données immuables, ici par défaut. C'est-à-dire que lorsque je fais ça, alors, c'est pas ça que je veux faire du tout. Que je change la valeur, parce qu'après tout, on pourrait se dire, bah après tout, on peut bien changer ça. Tout à l'heure, je l'ai fait directement sur la même fectation. Mais si on le fait après coup, pas de raison que ça ne marche pas, et effectivement, ça marchera. Et comme toujours, il faut faire attention là-dessus. Je vous en ai déjà parlé avec d'autres types de données qu'on a pu voir qui étaient immuables. C'est qu'on peut avoir l'impression qu'on a changé, par exemple, l'état de l'objet qu'on avait, de l'instance qu'on avait, et en réalité, ce n'est pas le cas. Parce que si vous observez ici, vous voyez que l'identifiant n'est plus le même. Nous avons donc deux instances différentes. Notre énumération est un type immuable. Donc c'est-à-dire qu'ici, à ce stade du code, l'instance qui est contenue dans ma variable ODS n'est plus la même instance qu'il y avait au début. C'est immuable. Donc le fait de changer la valeur ici affectée a dû donc créer une nouvelle instance, ou renvoyer en tout cas une nouvelle instance. Donc nous avons un nouvel objet. Donc attention, et ça généralement, bon, je reviens souvent sur des rappels concernant l'immuabilité des types, parce que des fois des gens ne comprennent pas au fait qu'on parle de quelque chose qui est immuable, et pourtant quand ils affectent une autre valeur, bah, ils voient que la valeur a changé. Donc ils disent, bah, je comprends pas, c'est censé être immuable, et pourtant je vois bien visuellement que ça a changé, donc ça veut dire que c'est muable. Et en fait non, pensez toujours en termes d'instance, et pas forcément en termes de contenu de l'instance, qui pourrait donc vous induire en erreur. Donc on a bien quelque chose qui est immuable. Voilà, il faut prendre un petit peu tout ça qui est en compte. Et bien sûr, au niveau des comparaisons, j'aurais pu vous le montrer tout à l'heure, vous ne pourriez pas par exemple comparer un élément qui serait par exemple de cette énumération-là avec une énumération que vous aurez créée ailleurs, même si c'était des valeurs qui seraient, on va dire, cohérentes, mais vous ne pouvez pas comparer des torchons avec des serviettes. C'est pas possible donc ici, là où on pourrait faire certaines comparaisons avec par contre des classes plus standards. Et bien sûr, comparer une énumération avec un type un type de classe que vous avez défini aussi, ce n'est pas possible. Donc on a des comparaisons qui sont quand même beaucoup plus limitées, voire même impossibles dans certains cas de figure. Donc attention, on parle de classe et d'énumération, mais en réalité, ça ne répond pas vraiment à toutes les règles auxquelles on peut s'attendre, en tout cas quand on définit une classe en Python. Donc c'est pour ça que c'est vraiment un petit cas particulier. En parlant de cas particulier, on peut avoir un autre usage qui est arrivé donc plus récemment sur le langage, puisque c'est à partir de Python 3.11 si je ne dis pas de bêtises. Donc veillez à avoir votre interpréteur suffisamment à jour, sinon vous ne pourrez tout simplement pas exécuter le code si vous répétez un peu ce que je vous montre. Donc ce ne serait pas pratique. Mais au lieu de hériter de enum ici, on va hériter d'un autre type qui est str-enum. Donc une énumération sous forme littérale, donc sous forme de chaîne. Et l'avantage qu'on peut retrouver à ça, dans certains cas en tout cas, c'est plutôt ici d'affecter des identifiants, enfin des valeurs entières, ou même de laisser éventuellement l'interpréteur le faire par nous-mêmes, c'est qu'on va pouvoir affecter des chaînes de caractères. Donc là, je vais pouvoir retrouver, vous voyez ici j'avais mis en commentaire quelques textes pour décrire un peu ce que je voulais, et bien ça on va pouvoir le faire vraiment en brut dans notre code. De mettre par exemple que known ça correspond à vide, que ça correspond à en attente de paiement. Donc à nouveau de rajouter de l'information au niveau du code, payer, donc au féminin parce que c'est la commande, et ensuite ici annuler. Et là l'avantage, c'est qu'avec même un simple affichage, on a réécrit donc les méthodes spéciales, notamment pour représenter ou en tout cas afficher sous forme de chaîne de caractères un objet d'énumération, ce qui fait que juste en ayant, alors je vais peut-être le recréer sinon s'il n'existe pas, on peut toujours essayer d'afficher quelque chose qui n'existe pas, on va attendre longtemps. Je vais mettre pending, voilà, comme ceci, et là on va l'afficher. On va le changer en rappelant que c'est une autre instance qui va être retournée, hein. Je vous rappelle. Voilà. Et l'avantage, comme je vous disais, c'est qu'ici, on ne va plus avoir le nom de l'énumération point et le nom, en tout cas de la valeur symbolique. On va avoir directement le texte que nous avons affecté. Et là, c'est beaucoup plus pratique, surtout pour l'utilisateur final qui va vouloir tester donc, le programme pour avoir ces informations-là. Et ça rend surtout utile et pratique le texte que vous mettez là. Si on veut par exemple directement avoir l'information indiquée plutôt que de l'avoir ailleurs, ou de faire quelque chose comme
Ici, alors j'ai tout enlevé, bravo, on recommence. Plutôt par exemple, imaginons que vous gérez vos cas d'erreur ou simplement à titre d'information pour l'état de la commande, vous voulez l'afficher quelque part, bah, vous n'auriez pas besoin de faire si voilà, order status égale à ça, alors bah, j'affiche effectivement je vais mettre un autre message hein, pour voir, et puis de faire tous les cas. C'est-à-dire de faire par exemple une fonction ou autre, une méthode, qui aurait donc tous les cas de figure possibles dans des conditions pour afficher le bon message qui correspond. Ce qui serait quand même beaucoup plus embêtant par rapport à ça. Là vraiment c'est défini directement, prédéfini au niveau de la création de notre énumération, et on n'a plus qu'à l'utiliser directement en affichant l'objet. Voilà. On passe par la variable tout de suite, et on a directement cette information là qui est affichée. Donc bien sûr c'est beaucoup plus pratique. On peut procéder comme ça. On a fait le tour de ce que je voulais vous montrer. On a vu l'énumération, on a vu comment en tout cas de manière de définir, c'est donc déclarer ces énumérations-là. On a vu ce type d'énumération un peu particulier qui fonctionne avec des chaînes de caractères notamment. On a vu comment utiliser un petit peu tout ça, que ce soit pour de l'affichage ou que ce soit pour de l'accès à des informations ou même effectuer des comparaisons. Je vous ai donné un petit peu tous les détails concernant l'énumération, sur le fait que ça ne répond pas vraiment aux règles d'une classe, on va dire, standard en Python. Et on va terminer avec quelques petits outils, même si encore une fois on n'aura pas tout vu, il y a davantage de choses au niveau des énumérations en Python, mais qui peut être utile, notamment quelques décorateurs. Donc pareil, si vous ne savez pas ce que c'est un décorateur, je vous renvoie vers le tutoriel de la chaîne qui en parle et qui vous présente un petit peu tout ça en détail. Et pour ceux qui ont déjà vu ou qui savent en tout cas de quoi je parle, on va pouvoir regarder un peu comment ça fonctionne, notamment pour effectuer quelques vérifications. C'est-à-dire qu'ici, je vais remettre donc des valeurs là. Je vais par exemple faire ceci, vous allez voir volontairement, 1, 2, ici je vais mettre 1, et ici je vais mettre, hop, on revient, 3, d'accord. Je vais refaire ODS, et non pas OBS, pending par exemple. Voilà, code des plus classiques, ici. J'exécute mon code, tout marche bien, tout est correct, ça n'a pas l'air de poser problème, et c'est un fonctionnement possible en tout cas de ce qu'on a. Mais vous pourriez, pour des raisons X ou Y, vouloir en fait avoir des règles un peu plus strictes, on va dire, au niveau de la définition de vos énumérations. Par exemple, de vous dire d'avoir des valeurs uniques. Vous voyez que known et paid, ça fait référence finalement ici à la même valeur. Et peut-être que vous ne voudriez pas ça. Imaginons par exemple une énumération qui aurait des dizaines de valeurs possibles. On pourrait par erreur indiquer ici un identifiant identique pour deux. Vous voyez qu'en plus ce n'est pas interdit, ça fonctionne. Mais on peut empêcher ça. On peut en tout cas éviter via un décorateur ce genre de possibilités-là, en tout cas au niveau de la syntaxe. Pour cela, on peut passer par un décorateur très très simple, qui est celui-ci. Donc on va écrire directement enum, donc ça part du module toujours, et c'est verify, qui permet de vérifier finalement pas mal de choses. Moi je vais vous montrer deux cas particuliers, il y en existe d'autres, mais c'est je pense en tout cas ceux-là les deux les plus utilisés, qui est donc une contrainte finalement d'unicité, et une contrainte de continuité, mais je vais vous évoquer un petit peu tout ça juste après. Donc là, depuis l'énumération aussi, contrainte d'unicité pour indiquer que chaque donnée membre doit avoir en fait un entier ici, donc un identifiant unique. Donc ça fonctionne avec les entiers, hein, pas les chaînes de caractères, ça fonctionne vraiment que dans ce cas particulier, pour vérifier tout ça. Alors c'est une possibilité, mais je vais mettre en commentaire parce qu'on a une syntaxe encore plus raccourcie, parce que comme c'était justement très utilisé, ils ont fait un alias, quelque chose de plus rapide à écrire, directement en passant par unique. Voilà, ils ont créé un autre décorateur juste pour l'unicité, pour éviter d'avoir en fait cette syntaxe un peu plus à rallonge pour ça. Et là l'avantage, c'est que tout à l'heure ça fonctionnait, et maintenant ça ne fonctionne plus. Parce qu'on voit qu'effectivement nous avons déclenché une exception, une value error, qui nous indique que nous avons des valeurs dupliquées qui ont été trouvées pour order status, à savoir paid et none. D'accord ? Donc très important, et ça peut vous servir si vous voulez vraiment empêcher ça. Donc là la seule possibilité c'est de changer cette valeur ou l'autre, et à ce moment-là, tout refonctionne comme avant, il n'y a pas de problème. Autre possibilité, contrainte de continuité, donc là ça passera forcément par verify par contre, il n'y a pas de décorateur on va dire dédié pour ça, et on va mettre enum.continuous, voilà, qui indique que les valeurs doivent être continues, et là c'est pas le cas, par exemple on a 1, 2, bon 3, 4, donc là on peut dire que c'est bon, mais si admettons je fais ça, 1, 2, 3, 4, bon là, pas de problème, d'accord, je réexécute, tout va bien dans le meilleur des mondes. Par contre, je fais ceci, et là, nous avons en fait un trou dans les valeurs qui est ici. Il manque la valeur 4 et 5, et on est passé de 3 à 6. Et ça, ce sera interdit à partir de l'usage de ce décorateur.
on va vous indiquer, voilà, pareil, via une value error, invalid enum order status missing values 4, 5. Donc il nous manque effectivement les valeurs 4 et 5. Donc on est obligé de soit en rajouter, soit de mettre à la suite comme tout à l'heure pour que ça fonctionne à nouveau. Donc c'est des petits plus, je vous ai ajouté ça en bonus sur ce tutoriel, histoire que vous voyez un petit peu comment ça marche. Donc quelques décorateurs comme ça qui peuvent être utiles si vous voulez vraiment avoir des règles en tout cas strictes sur la définition de vos énumérations. Et moi je vais m'arrêter là par rapport à ce que je vais vous montrer en tout cas dans cette vidéo, parce que c'était surtout on va dire le plus essentiel qui était à voir. Il fallait qu'on puisse aborder ça au moins sur la chaîne, parce que je ne l'avais pas fait dans le cours. Donc au moins vous avez ce tutoriel pour savoir un peu comment utiliser les énumérations. Donc vous avez tout ce qu'il vous faut. Donc je rappelle, pareil, que str-enum, d'accord, c'est à partir, à moins que je me sois trompé, mais normalement c'est ça, Python 3.11, d'accord, et plus, évidemment. Donc attention, si vous voyez que tout de suite ça ne marche pas, qu'on vous indique que le module enum n'a pas de classe str-enum, c'est que vous êtes forcément dans une version d'avant. Donc il faudra mettre à jour votre interpréteur si besoin. Et c'est tout, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos en tout cas sur la chaîne. S'il y a des petites questions comme d'habitude, vous savez où les poser. Et à très bientôt en tout cas pour de nouveaux tutos et de nouvelles séances. A bientôt, ciao.